C'est l'heure de votre journal d'information sur la première. Yorana, voici les titres de l'actualité de ce mardi soir. Peut-on tolérer l'absence d'obligation vaccinale chez les élus alors qu'ils sont clairement en contact avec le public? Le président Fritsch répond non, mais la loi dit pourtant le contraire. Nous tenterons d'y voir plus clair. La chasse aux nuisances sonores est ouverte. Les citoyens aspirent au calme, insistent les maires. Alors les autorités mettent l'accent sur la sécurité et la tranquillité publique. Illustration dans ce journal. À 45 ans, il espère pouvoir prendre les rênes de Haroué malgré son score faible de 2020 où il a terminé 3e au second tour des élections municipales. Son programme séduira-t-il les électeurs cette fois-ci? Il nous apportera ses réponses. Tepuan Wisno est notre invité. Et enfin, nous embarquerons à bord du Tereb O Piti. Il transporte 250 passagers par semaine. C'est notre AI finnois. Les élus politiques pas soumis à l'obligation vaccinale et donc pas concernés par l'amende de 175 000 francs. Une ardoise salée pour beaucoup de salariés, mais à en croire les propos d'Edouard Fritsch, elle sera revue à la baisse. Je prendrai les moyens pour que cette amende soit de 80 000 francs. Ce sont les déclarations du président du pays tenues aujourd'hui. Quant à la classe politique, pour l'heure, l'obligation est plus morale que légale. Les explications de Sibel Plichard et Hiro Terurutua. Le vice-président destitué de ses fonctions, mais qui reste ministre. Mais j'ai surtout un état biologique particulier. Un président de l'Assemblée toujours au perchoir. Difficile de digérer l'obligation vaccinale quand les élus ne montrent pas l'exemple. Face à ces incohérences, la présidente du groupe majoritaire à l'Assemblée reconnaît son embarras. Il y a forcément une obligation morale parce qu'à partir du moment où on prend des décisions qu'on impose à la population, c'est évident qu'on doit se les appliquer à nous-mêmes d'abord. À un moment donné, lorsqu'on devient un personnage décideur, un personnage politique, notre vie ne nous appartient plus. On doit vraiment faire preuve d'exemplarité. Au titre de cette exemplarité, le président du pays l'avait précisé en novembre. Tehari Alpha devrait se conformer à l'obligation vaccinale le moment venu. Mais à l'heure des premiers contrôles, le président du pays temporise. La compétence du ministre de l'Agriculture est mise en avant. Dans l'opposition, on a une autre interprétation. L'ancien vice-président, donc Tehari Alpha, est président de la communauté de communes Terehea Manu, qui comprend un certain nombre de communes, pour ne pas dire un nombre certain. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'approche des présidentielles, à l'approche des législatives, eh bien, le président du gouvernement est obligé de le prendre avec des pincettes. Pourtant, aujourd'hui, le président Edouard Fritsch semble vouloir trancher. Les deux réfractaires à la loi pourraient payer l'amende pour se dédouaner. Je ne peux pas faire de passe-droit parce qu'il est dans ma majorité. Tout le monde sera astreint à respecter la réglementation, comme ils seront astreints demain à payer les amendes qui leur seront adressées. Puis on veillera à ce que ça soit suivi. Mais il n'y aura pas d'amende pour... ils ne sont pas concernés par la loi. Vous croyez que les hommes et les femmes qui travaillent à l'Assemblée n'ont pas de contact avec le public? Oui, mais pourtant la loi est claire. Les élus ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale. C'est le directeur de l'agence de santé locale lui-même qui le dit. À la suite donc de la décision du Conseil d'État qui rappelle bien que cette loi ne s'applique pas, cette obligation ne s'applique pas aux élus. Ça touche certes ceux de l'Assemblée, ça c'est clair, les maires et les conseillers municipaux, les élus du gouvernement, mais également les représentants au Conseil économique et social. C'est au Conseil des ministres d'élargir ou pas en fait la liste des professions concernées, mais il faut rappeler que cette obligation vaccinale avait été instaurée pour limiter la propagation du virus. Un virus peu virulent en Polynésie française actuellement. Pourtant, le haut-commissaire a annoncé l'instauration du pass vaccinal d'ici 15 jours. Le maire de Bora Bora ne pourra plus prendre l'avion. Et le haut-commissaire a annoncé que le pass vaccinal entrera bel et bien en vigueur en Polynésie le 7 ou le 8 février prochain. Par ailleurs, le remaniement ministériel a été reporté à début février. Le temps pour Edouard Fritsch de trouver un ministre des Sports, a-t-il précisé.
La propagation de l'épidémie de Covid-19 se ressent dans les écoles. Pour la première fois au lycée Paul Gauguin, 2 classes ont été fermées temporairement face à une explosion de cas positifs. Une mesure de précaution pour éviter une contamination de grande ampleur. Les détails avec James O et Mirko Vanfou. 2 classes fermées pour cause de Covid-19, une mesure préventive pour éviter la propagation du virus au sein de l'établissement qui compte plus de 1400 élèves. À partir de jeudi, une recrudescence de cas positifs au sein du lycée. Ces cas positifs étaient beaucoup concentrés sur 2 classes, une classe de première et une classe de terminale. On a fait remonter les listes nominatives au ministère et le ministère, en lien avec le ministère de la Santé, a décidé la fermeture de ces 2 classes par mesure de précaution. Pour autant, les lycéens ne sont pas en vacances car les cours sont assurés en distanciel. Depuis la rentrée du mois d'août, le vade-mecum du ministère de l'Éducation n'a quasiment pas évolué. Entre le vade-mecum du mois d'août et celui d'aujourd'hui, il y a 2 points qui ont changé. La durée d'isolement qui est passée de 10 jours à 7 jours et d'autre part la prise en compte des cas contacts au sein de la famille. On a décidé de faire des tests dès l'apparition de la maladie chez la personne, membre de la famille, et puis ensuite 4 jours après. Actuellement, 3 classes, 2 à Tahiti et 1 au Marquis sont fermées. Les élèves seront autorisés à regagner leur établissement scolaire dès lundi prochain. En bref, dans l'actualité aussi, ce malheureux fait divers, un homme de 58 ans est décédé suite à un malaise cardiaque. Selon des témoins, il aurait glissé dans le bateau dans lequel il se trouvait, puis aurait perdu connaissance au large lors d'une sortie en mer. Alertés, les pompiers et le SAMU ont tenté de réanimer le malheureux, mais en vain. Malgré les massages cardiaques effectués par les secours, le pêcheur est décédé en milieu de matinée. La délinquance sensiblement en baisse l'an dernier. Et contrairement aux croyances populaires, la délinquance juvénile concerne uniquement 5% des jeunes Polynésiens. C'est le bilan dressé par le Conseil de la prévention de la délinquance, le 6e depuis sa création. Pour maintenir cette tendance, un nouveau plan est acté jusqu'en 2024. Les autorités veulent réduire les conduites addictives, prévenir les violences intrafamiliales, accompagner les victimes, mais aussi garantir la sécurité et la tranquillité publique. La population doit pouvoir vivre tranquillement, nous dit Dominique Sorin, le haut-commissaire de la République, avant Edouard Fritsch, le président de la Polynésie. Il répond à Sandroli. C'est la lutte contre les pratiques addictives, lutte contre les trafics de drogue, le PACA, l'ICE bien évidemment, mais aussi la consommation d'alcool, parce que dans la plupart des problèmes qu'on rencontre, dans les phénomènes de violence, dans les problèmes de sécurité routière, on retrouve l'alcool, on retrouve la drogue. Bien sûr, les jeunes, c'est une priorité, et on a rajouté aussi cette année la tranquillité publique. Il y a beaucoup de problèmes, parce qu'il s'agit de faire en sorte que les gens puissent vivre tranquillement, sans problème bien sûr de sécurité, mais sans nuisance, sans incivilité. Donc nous avons rajouté aussi cette priorité. Lorsqu'on parle d'addiction, par exemple, c'est le pays qui a les moyens de suivre les malades victimes de ces addictions. Lorsque nous avons des problèmes avec nos familles, aujourd'hui le pays met de plus en plus de moyens pour héberger les femmes qui seront battues. Sur Pirée même, et dernièrement j'ai logé, je crois que c'est une vingtaine de logements qui ont été consacrés aux femmes victimes et aux femmes qui vivent seules avec leurs enfants. Le foyer que nous venons de créer à la demande effectivement de ce conseil, de prendre en charge ces jeunes salariés qui sont à la rue. Donc voilà. Vous l'avez entendu, la chasse aux nuisances sonores est ouverte et il est certain qu'elle permettra d'améliorer la vie de quelques riverains qui en sont victimes chaque week-end. Exemple dans un quartier de Papeete avec Kaline Yennar et Sandroli. Portatif mais puissant, le boombox est devenu le meilleur ami de la jeunesse polynésienne. À la résidence Les Hauts du Tira, la musique c'est aussi en journée pour combler l'ennui ou pour se motiver pendant le ménage. Mais selon certains habitants, c'est plutôt calme les soirs de semaine. Des fois, il y a des jeunes qui reviennent de leur sortie, ils reviennent et tout. Après, ils mettent leur musique. Personne ne dit rien? Non. Parce qu'après, des fois, ils respectent, ils mettent moins fort la semaine. Par contre, le week-end, il n'y a plus de règles. Voilà, le week-end, il n'y a plus de règles. Le constat est unanime. À partir de 22h en semaine, la musique s'arrête. Le week-end, c'est une autre histoire. On ne parle pas trop de nuisances sonores quand il y a des jeunes qui veulent écouter de la musique. Tout ce qui dérange, c'est quand il y a la bagarre.
tu vois, quand ils commencent à péter les plombs ou à casser un peu à gauche et à droite. Mais la musique en soi n'est pas dérangeant. Mais le volume, ça va? Ouais, ça va, ça va. En général, les jeunes, ils sont respectueux. C'est juste ça, en fait. Après, si ça dérange quelqu'un, il faut aller directement. Les jeunes, ils sont vraiment ouverts d'esprit. C'est le respect mutuel. Le respect, valeur fondamentale de la vie en société. Dans cette résidence, comme ailleurs peut-être, c'est plutôt les deux roues et leur pot d'échappement qui dérangent le plus la tranquillité des habitants. Et puis cet accident insolite qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un octogénaire pris de panique lorsque son épouse chute avant de monter dans leur véhicule, enclenche la marche avant et finit sa course dans la vitrine d'un cabinet dentaire. Par chance, personne ne se trouvait dans la salle d'attente, détruite par le choc, et les dégâts sont uniquement matériels. Tout de suite, notre page politique consacrée au premier tour des élections municipales de Haroué. Ce soir, nous vous présentons la liste Yaoura Haroué menée par Tepouane Wisno. Très impliqué dans la vie associative et politique, il souhaite diriger la commune qu'il a vu grandir. Je vous propose de découvrir l'homme qui se cache derrière ce nom avec Marouki Duri et Hayar Itahiata. Beaucoup ne supportent pas mon franc-parler. Beaucoup n'aiment pas ma manière très directe de dire les choses. Un peu. Moi, par rapport à moi-même, je ne pourrais pas me dire que je n'ai pas été au bout de ce que je pensais. À 45 ans, Tepouane Wisno connaît les coulisses de toutes les institutions polynésiennes. Présidence sous Gaston Floss, assemblée sous Édouard Fritsch et même le CESEC, il s'est d'abord construit un parcours dans l'ombre des personnalités du pouvoir. Dès les années 2000, je rentre dans le cabinet de Gaston Floss et finalement l'ensemble de ma carrière professionnelle quasiment s'est faite en politique jusqu'en 2014 où je passe de l'ombre à la lumière et je deviens représentant au sein du Conseil économique, social et culturel. Entre 2014 et 2021, Tepouane Wisno occupe les fonctions de président de la Fédération des associations de parents d'élèves, mais il garde toujours un œil sur la vie politique. En 2018, il s'engage pour les territoriales avec son parti de cœur. Il en devient porte-parole, mais ne sera finalement pas élu. Désormais, son engagement en politique, il veut le mettre au bénéfice de la commune qu'il a vu grandir. Aujourd'hui, Haroué est une commune que l'on traverse et où on ne s'arrête pas. Il s'agit demain qu'on s'arrête sur Haroué et qu'on y passe du bon temps. Suite aux élections de 2020, Tepouane Wisno est devenu conseiller municipal de Haroué, mais a été frappé de 3 mois d'inéligibilité pour un dépôt tardif de ses comptes de campagne. Pas de quoi décourager cet homme d'action qui repart au charbon, toujours en tant qu'outsider. Mon cœur est toujours resté à Haroué. Je n'ai jamais arrêté de voter sur Haroué. Et une voix intérieure m'a dit « Présente-toi aux élections municipales de Haroué ». Et à partir de rien, nous avons construit la formation politique aujourd'hui dont je suis la tête de liste. Tepouane Wisno, Yorana. Bonsoir. Merci d'être sur la première ce soir. Alors, en vous présentant à ces élections, une fois encore, est-ce que c'est une manière pour vous de passer de l'ombre à la lumière? Permettez-moi tout d'abord de profiter de cette occasion pour souhaiter à notre population, mais plus particulièrement aux administrés de Haroué, tous mes voeux de réussite et de santé dans le cadre de l'année à venir. Alors, cette élection aujourd'hui se profile d'une manière différente que l'année dernière, mais c'est avec cette même volonté de réussir, de gagner le cœur des administrés de Haroué qu'avec l'équipe nous partons aujourd'hui. Justement, plus de 7% des suffrages au second tour en 2020, et pourtant, vous persistez, ou plutôt vous persévérez. Pourquoi? Bien, je pense qu'il y a une chose que Gaston Floss m'a appris, c'est l'amour de son pays. Et avec lui, j'ai appris à aimer mon pays, à le connaître du point de vue politique, et puis les traversées du désert, les déboires personnels que j'ai rencontrés m'ont également appris l'humilité qui peut-être ne transparaît pas parce que j'ai des sourcils en accent circonflexe et qu'on a l'impression qu'à chaque fois j'ai envie de manger tout le monde. Mais c'est vraiment ce qui m'anime de vouloir mettre aujourd'hui à profit l'expérience que j'ai eue en politique et dans le cadre de ma vie professionnelle. C'est aussi le ras-le-bol des politiques passées, des hommes et des femmes qui nous gouvernent depuis combien d'années et qui, je suis le désolé, ne font pas preuve d'exemplarité. Alors soit on reste dans son fauteuil et on critique, ou sinon on part à l'étranger, soit on décide de se lever et de mener une équipe pour essayer de prendre les rênes du pays, parce qu'il faut savoir une chose, en politique, on ne cède jamais le pouvoir.
La chaise, on ne la donne pas. Soit on la prend, le pouvoir, on le prend, mais ça n'est pas quelque chose qui se cède. Aujourd'hui, vous allez tenter de prendre les rênes de la commune de Haroué. Pensez-vous aujourd'hui que l'absence de Philippe Schil pourra vous servir? Je suis désolé que Philippe Schil ne puisse pas se présenter parce que c'est un homme qui a pesé dans la destinée de Haroué pendant 18 ans. Maintenant, c'est une décision qui lui appartient. Il y a quelqu'un qui le remplace aujourd'hui. C'est aux électeurs de Haroué de décider ce qu'il va devenir de leur vote. Nous les appelons en tout cas à voter pour nous parce que, ils voulaient du changement. On a eu Théoura Iriti. Maintenant, ce changement peut se faire avec nous. Et vous défendez un programme aussi. Vous dites vouloir faire revivre le cœur de la commune. Est-ce qu'elle n'est pas très attractive pour vous? Qu'est-ce qu'il manque? C'est bien beau de dire qu'Haroué est une ville où il fait bon vivre. Or, dans la réalité, Haroué est une ville que l'on traverse, c'est ce que dit votre reportage, parce qu'il n'y a rien, en fait, aucune activité véritablement sur la commune de Haroué qui fait que la population qui vient de Papeete vers Mahina s'arrête. Il s'agit pour moi, et c'est l'image que j'ai en tête, Haroué a deux poumons, sa mer et ses montagnes. Il s'agit aujourd'hui de redonner un cœur de vie, un cœur de ville à la commune de Haroué avec le développement des sites militaires qui se trouvent bien au cœur de la commune. Et comment faire cela? Comment attirer les investisseurs dans votre ville? Alors, l'organisation et la mise en œuvre de ces projets économiques vont se faire et ne peuvent pas se faire sans la participation, le concours de l'État, du pays, mais également de propriétaires privés. Il faut favoriser l'entrepreneuriat sur la commune de sorte à ce que ça redynamise la ville. Vous aurez, vous aussi, l'occasion de défendre encore plus votre programme mercredi soir à l'occasion des débats télévisés. Merci beaucoup à Tepo Nuisno d'avoir été notre invité ce soir. Les débats télévisés qui auront lieu d'ailleurs avec les deux autres candidats en liste, Théoura Iriti et Léo Maré, à la tête de liste de Tapurano Haroué que nous recevrons jeudi soir. Les élèves de Tayarapu Est seront de nouveau transportés par les bus scolaires dès demain. Si le pont endommagé reste interdit aux poids lourds, les transports feront des navettes de chaque côté. Pour cela, la route sera coupée dans les deux sens pour permettre aux bus de faire leur manœuvre de retournement des deux côtés du pont. La circulation sera donc un peu perturbée entre 6h et 7h20. Le Festival international du film documentaire océanien promet une nouvelle fois des documentaires d'exception cette année. 29 films sont proposés dans 12 en compétition. À cela s'ajoutent des courts-métrages. Cette 19e édition sera hybride. Comprenez qu'elle sera accessible en présentiel et en ligne, avec l'ambition de valoriser la création documentaire du Pacifique et de dynamiser les filières de production locale. Le FIFO s'inscrit comme un rendez-vous professionnel incontournable qui contribue au rayonnement de l'Océanie. La déléguée générale de la FIFO, Marévalu, nous en dit plus au micro de Hiro Terorotua. Le documentaire, c'est le cinéma du réel. Donc le but d'un film documentaire, c'est réellement de montrer la réalité telle qu'elle est, de montrer la vie réelle des Océaniens. Ça, c'est le but du FIFO depuis le début. Le festival a été créé pour révéler l'Océanie aux yeux du monde. Et donc, c'est ce qu'on s'y attache du mieux qu'on peut. Chaque année au travers de la sélection et au travers des rencontres et des animations qui sont proposées, qui sont construites autour de la sélection. Déjà membre du jury du FIFO en 2009 et 2011, Emmanuel Kesariru est le premier Océanien à relever le défi. Le président du jury sera accompagné de 6 autres personnalités féminines, professionnelles de l'audiovisuel et habituées du festival. Il se tiendra du 5 au 13 février. Enfin, nous embarquons à bord du Terevau Piti pour vivre une traversée entre Tahiti et Moorea aux côtés du capitaine du navire et de l'équipage avec Punuatuti. Chaque jour, le Terevau Piti assure une dizaine de traversées entre Tahiti et Moorea. Ce matin, le bal des transports commence à 5h30. À la barre, le capitaine Simon Ihorei. Pendant la manœuvre de départ, il faut s'assurer que tout fonctionne. Le capitaine doit également surveiller le passage des autres bateaux. La sécurité des passagers est sa priorité. Pour cela, du matériel dernier cri a été installé sur le navire.
Stabilisateurs, radars haute performance et surtout des caméras de sécurité. Et la sécurité, ça c'est primordial. La sécurité, ici c'est pour les passagers. Les caméras, en fin de compte aussi ici, c'est pour la sécurité. On peut, pour les manœuvres, la sécurité, pour voir un peu ce qui se passe aussi à bord. S'il y a un problème, et bien, avec les caméras, ça nous arrange. On voit où c'est le problème et bien, on voit directement les marins là où il y a le problème avec les caméras. Simon a travaillé pendant 20 ans sur les navires Taporo. C'est en 2021 qu'il s'engage sur le Tereve Opiti, un rêve d'enfant devenu réalité. Après 35 minutes seulement, le bateau entre dans la passe de Moorea. Une étape complexe commence alors, l'accostage du navire. Une opération qui demande beaucoup de précision. Pour cela, il peut s'aider des caméras installées sur les côtés du navire. Il faut compter 1 à 2 minutes pour que le bateau soit totalement stabilisé. Pendant le chargement, Raquel, la chef cuisinière, prépare le plat du jour au menu. Maatinto et poisson cru au lait de coco. Aujourd'hui, c'est maatinto au poulet. Voilà. Avec ce temps-là, un peu comme ça peut aider le temps. D'abord, maatinto au poulet, poisson cru, coco. Sinon, on a la carte, voilà, hein? Steak d'espadon. Accompagné de frites patates douces et frites pommes de terre. En fait, en gros, ce Tereve Opiti, on mange bien. Hein? 50 minutes seulement après l'arrivée, les portes se referment et le bateau repart aussitôt. Le Tereve Opiti accueille plus de 200 passagers par voyage en moyenne et 350 passagers le week-end et en haute saison. C'est ainsi que s'achève ce journal. Nous retiendrons cette information. Les élus politiques non vaccinés n'échapperont pas à la sanction selon Edouard Fritsch, qui s'est aussi engagé à réduire l'amende de moitié. Mais dans les faits, on navigue en eau trouble. Selon le texte de loi, les élus ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale. L'obligation de moralité et du devoir de l'exemplarité, principe même de la fonction de politique, se pose toujours. Et la carte de la compétence ne suffira plus, notamment lorsque le pass vaccinal sera en vigueur. Demain, nous parlerons du manque de moyens de la justice. Dans votre émission L'Invité Café, Thomas Pizan, le procureur général, répondra aux questions d'Ibrahim Ahmed Aziz. À la une de la presse, demain, La Dépêche titre à propos d'une affaire de sanctions qui passe mal contre une infirmière. Et Tahiti Info, haro sur les nuisances sonores à l'issue donc du Conseil de prévention de la délinquance qui s'est réuni aujourd'hui. La première vous propose ce soir 2 épisodes de la série américaine SWAT avant un documentaire. Les forces de la Terre nous montrent des exemples que notre planète subit quotidiennement de multiples transformations, souvent insoupçonnables. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle nuit, portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.